hop, Takenoko Chibi, Istanbul, le jeu de dés. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à celui-là. Voilà, ça rentre super nickel. Et hop, on va éviter de prendre froid pendant les vacances. C'est les vacances. Je pars en vacances. Une perruque pour les vacances? Oui, pour pas avoir froid. Ça a l'air bien. Allez, ça commence, il fait un peu frisqué encore, hein. C'est pas encore le plein été. Je m'offre quelques jours de vacances. Enfin, j'ai du retard sur les vacances. Hein. Tu pars aussi un petit peu? Un jour. Un jour. C'est bien, hein? À Europa Park, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour changer. Il n'y aura donc pas de vidéo news la semaine prochaine. C'est la mauvaise nouvelle qu'on annonce dès le début de cette vidéo news. On avait un tout petit peu de besoin de vacances, donc on part quelques jours. Mais, à toute mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Il y aura une vidéo news. Cette semaine. Oui, cette semaine. Ouais. Cette semaine, vous êtes en train de la regarder. Donc il y a une vidéo news. Exactement. Bravo. La vidéo news, c'est le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique. Et vous l'avez vu la semaine dernière, on a lancé de nouvelles rubriques dont on est assez content. Et puis votre accueil a été formidable. On vous remercie. Il y a eu de très bons retours. Ouais, tous ceux qui nous ont laissé des commentaires, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça nous est utile. Quand on lance quelque chose, on se pose la question, est-ce que ça va plaire? Et vous nous soutenez en fait par ces commentaires, par vos dons également, parce que vous êtes quelques-uns à nous soutenir, à nous laisser des dons. On va rajouter les noms des nouvelles personnes qui ont laissé des dons dans ce magnifique chalet que Aline a réalisé. Donc les nouvelles rubriques, ce seront les mêmes dans cette vidéo. Nous allons nous attarder sur quelques avant-premières. C'est ça. En début d'émission. Et merci aux éditeurs qui jouent le jeu, parce que tu me dis qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir justement participer à ces avant-premières. J'espère que ça va durer, je ne sais pas. Hein. On lance un truc, peut-être qu'on ne sera pas suivi assez rapidement. Et on a envie que ça dure. De pouvoir un petit peu titiller notre curiosité, de voir un petit peu les jeux qui vont arriver dans les mois à venir. Et on a également le rétro-zoom. En fin de vidéo, après on vous présente les jeux auxquels nous avons joué comme d'habitude. Et en fin de vidéo, on viendra sur un jeu plus ancien, vous verrez, on vous fait une petite surprise dans cette avec un invité. Exactement. On précise juste un invité et il y a un rapport avec toi sur le jeu que vous allez présenter. Restez, ne manquez pas. Et donc, tu parlais rapidement des gens qui nous soutiennent sur Utip et Tipeee. Oui, donc on a pas mal de personnes qui nous soutiennent cette semaine. C'est une nouvelle boîte mystère. À la fin de chaque émission, nous tirons des noms à l'intérieur de cette boîte et ces noms sont qualifiés, ces personnes sont qualifiées pour la grande finale qui aura lieu dans quelques semaines. Cette semaine, nous avons Maël, Lisa, Caro, Mojo17, Titiche6259, Cosmo Kenobi, Lady Lot, Phil 42560, MV1V et un follower du live qui nous ont rejoints sur Tipeee, qui nous ont soutenus. Donc on rajoute vos noms à l'intérieur du chalet d'un monde de jeu. Et donc, tous les noms sont ici sur les petites étiquettes, on les rajoute dans la boîte mystère, et un peu plus tard dans la vidéo, on tirera 4 noms. Mélange bien. Et voilà. Et comme d'habitude, on remercie également notre sponsor, Board Game Arena, le site de jeux en ligne, sur lequel on peut jouer à plein de jeux modernes. Et avec des joueurs du monde entier. Exactement. Et cette semaine, le jeu qui se rajoute sur Board Game Arena, tu le connais bien. Je veux surtout beaucoup y jouer en fait. Alors je le connais bien, pas tant que ça. Je connais bien le jeu de base Sushigo. Ensuite, on avait eu une version jeu de dés qui était sortie, mais cette version Sushigo Party qui est un petit peu plus, pas compliquée parce que c'est pas le cas, mais qui a un peu plus de cartes, qui est un peu plus riche en contenu. On l'avait découvert nous en anglais, mais ça y est, elle arrive en France très bientôt. Donc là, vous avez déjà l'occasion de vous exercer en y jouant directement sur Board Game Arena. Et moi, j'ai hâte. Je pense que je vais vite y aller parce que j'avais adoré ce jeu. Il y a un tournoi la semaine prochaine sur notre chaîne. Vous pouvez vous inscrire et participer au tournoi. Donc il faut rejoindre notre Discord pour participer. On se retrouve pour notre rubrique des sorties avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On va vous parler des jeux qui viennent d'arriver dans vos boutiques et on va commencer par Splitto. C'est un jeu qui est publié par Blam, qui est signé par Romaric Gallonier et Luc Raymond. Et c'est un jeu dans lequel vous allez essayer de comboter vos cartes, les bons numéros, les bonnes couleurs avec les bonnes cartes objectifs. Mais il y a une petite particularité à l'intérieur de ce jeu, c'est qu'on va composer nos tableaux avec notre voisin de droite et notre voisin de gauche. De ce fait, il va y avoir beaucoup d'interactions, beaucoup de discussions autour de la table. Ça vient de sortir et on a réalisé une vidéo, donc vous allez la découvrir sur la chaîne. Marie et l'usine foudroyée sort cette semaine chez Lifestyle Board Game. C'est un jeu de Johannes Krenner. C'est un jeu dans lequel on va incarner Marie. Marie, c'est un robot avec une intelligence artificielle qui est toute seule dans une usine de fabrication de robots qui a été foudroyée. Et elle va essayer de passer dans toutes les salles de cette usine pour réparer l'usine. Et donc on va agencer des tuiles pour pouvoir avancer dans les différentes salles. C'est un jeu à partir de un joueur parce qu'il y a plein de petits casse-têtes qu'on va pouvoir résoudre tout seul. Mais évidemment, on peut y jouer un peu plus si on est plusieurs à essayer de trouver la bonne solution. On enchaîne avec l'extension qui est encore sous ses lots parce qu'on n'y a pas joué pour le moment. Et pourtant, c'est un jeu qu'on aime beaucoup. On n'a pas toujours le temps de découvrir tous les jeux. C'est l'extension de Rift Force. C'était l'un des meilleurs jeux pour 2 joueurs de l'année dernière,
Alors on va avoir de nouveaux personnages à l'intérieur, de nouvelles familles d'élémentaires qui vont renouveler l'expérience de jeu, mais surtout, il va y avoir également un mode solo et des modes dans lesquels on va pouvoir jouer en équipe à 2 contre 1 ou alors à 2 contre 2, ce qui permet de rendre ce jeu pour 2 joueurs accessible à 4 joueurs, jusque 4 joueurs. Cette semaine sort chez Ori Games Voyage au centre de la Terre. Alors c'est un petit jeu original parce qu'il est basé sur l'univers de Jules Verne. Dans ce jeu de Alberto Milan et de Pedro Soto, on va devoir aller au centre de la Terre et en revenir, prouver qu'on y est allé. Tout ça avant que les volcans n'explosent. On enchaîne avec un autre Enwright, puisque c'est un jeu dans lequel on va écrire également sur une petite fiche. Ça s'appelle Distant Suns. C'est un jeu qui est signé par Gary Kim et Yeon-min Jung. Et dans ce jeu, nous allons devoir explorer non pas le centre de la Terre, mais l'univers cette fois-ci, en notant des formes que l'on va choisir parmi celles qui sont au centre de la table. L'originalité, c'est qu'on va utiliser des petits modules pour s'accaparer ces différentes formes, un peu à la manière d'un jeu de pose d'ouvrier. Ça paraît chez Yellow. Cette semaine sort chez Matago The Thing. Alors The Thing, c'est un jeu qui est adapté du film éponyme de John Carpenter. C'est un jeu de Giuseppe Cicero et d'Andrea Crespi, et c'est un jeu de plateau asymétrique où certains des joueurs vont incarner les humains, tandis que l'un des joueurs va incarner la chose. Oh. Un nouveau jeu paraît dans la gamme des Teotihuacan. C'est une gamme dans laquelle il y a déjà pas mal de jeux, parce qu'il y avait le jeu principal qui était signé par David Tursi et Daniele Tazzini. 3 extensions sont déjà parues, et maintenant un standalone, il s'appelle Fondateur de Teotihuacan. C'est pas le même auteur, cette fois-ci c'est Philippe Glovatz. On va en reparler parce que c'est l'auteur de Mandala Stone, dont une extension sort cette semaine. Vous connaissez peut-être Les Sorcières de Belcastel, c'est un jeu de Wolfgang Warsch, un de ses classiques, c'est un jeu de backbuilding et c'est un jeu de stop ou encore. Cette semaine sort chez Smith, je vais y arriver. Chez Smith. Et cette semaine sort chez Smith, chez Smith sort. Chez Schmitt. Non, on va dire 3-4 fois. On garde celle-là. Alors, en quoi consiste le Grand Prix de Belcastel? C'est une course pour enfants, ça sort... Cette semaine, chez Smith sort... Chez Smith. Non mais continue, c'est pas grave. Cette semaine sort la version enfant à partir de 6 ans. Ça s'appelle le Grand Prix de Belcastel et ça sort chez Schmitt. Alors ça arrive pas souvent, mais je vais vous lire le pitch qui était indiqué par l'éditeur parce que je ne connais pas ce jeu Messina 1347. Ça paraît chez Delicious Game. C'est un jeu qui est signé par Vladimir Souki et Raúl Fernandez Aparicio. Je sais pas comment on prononce le nom. Vladimir Sushi, d'après toi? Je suis jamais sûr en réalité. J'en sais rien du tout. Mais en fait, en lisant le pitch, ça m'a donné envie de découvrir le jeu parce que c'est un univers que j'aime bien. J'aime bien les jeux sur la peste de manière générale. J'aime bien la peste. Mais non, j'aime pas la peste, mais j'aime bien les jeux dans lesquels tu dois essayer de faire quelque chose face à une contrainte. Ça se passe en 1347, des galères marchandes en provenance de la péninsule de Crimée sont arrivées en Sicile et ont accosté dans l'ancien port de Messine. Les galères avaient des rats. Les rats avaient des puces, et les puces étaient porteuses d'une peste qui allait être connue sous le nom de peste noire. Au cours des 4 années suivantes, dans les villes d'Europe, la moitié de la population mourra. J'aurais pu paraphraser, mais autant relire le texte. Donc les joueurs vont jouer le rôle de grandes familles qui essayent de protéger la population. Moi ça me fait envie, tu vois. Je ne sais pas du tout en quoi consiste le jeu, mais à la description, j'ai envie de le découvrir. Ça me fait penser au Pilier de la Terre de Ken Follett. C'est un jeu dans lequel aussi on doit combattre ce genre de choses. J'aime beaucoup, moi, les jeux qui sont dans des univers médiévaux. De manière générale, ça m'attire toujours. 2 extensions sortent cette semaine chez Lucky Duck Games, Mandala Stone Sérénité et Fantastic Fabric Subterfuge. Et on va passer au festival. Il y a quelques festivals qui ont lieu la semaine prochaine. Alors déjà, c'est la fête mondiale du jeu, nous indique le site subverti.com, à partir duquel nous piochons nos différentes informations. Un grand merci à eux. Et nous avons le festival de Gronville et ludique, et le festival de Faites vos jeux de Pontoise. Comme la semaine dernière, nous allons vous parler de jeux en avant-première, des jeux qui arriveront un petit peu plus tard dans vos boutiques. C'est une séquence qu'on aime bien. Vous avez été très sympa parce que vous avez accueilli cette rubrique avec beaucoup de compliments, donc on va essayer d'être à la hauteur. Et puis nous, on a contacté quelques éditeurs et j'aime bien le faire. Parce que... Oui, moi j'aime bien le faire. Ah oui, mais c'est l'occasion d'échanger. C'est vrai que c'est surtout toi qui l'as fait, je veux dire. C'est l'occasion d'échanger avec eux, puis de prendre des nouvelles en dehors des sorties. C'est vrai qu'on le fait finalement assez peu. Et demander aux éditeurs comment ça va, c'est quoi les projets en ce moment. C'est du travail de journaliste. Et je suis content aussi de le refaire. Plus on avance, plus on a l'occasion d'enrichir nos différents formats. Là, c'est clair que c'est un enrichissement. Et c'est une rubrique qui nous plaît beaucoup, donc on est ravis de vous la présenter.
Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Phil Walker Harding, c'est pourtant l'auteur de Tsuchigo, de Kakao, de Beren Park, des jeux très simples, immédiatement ludiques, dès qu'on commence la partie on s'amuse, mais son jeu le plus connu finalement n'est peut-être pas encore paru, puisqu'aujourd'hui on va vous parler de Super Mega Lucky Box, un jeu qui va arriver à l'automne chez Cocktail Games et qui nous propose des sensations ludiques très très agréables. Il s'agit d'un jeu du type bingo, nous allons avoir des petites fiches devant nous, nous allons cocher des cases en fonction de numéros qui sont tirés au sort, ça c'est pour le côté classique du jeu. Mais en même temps c'est un jeu très moderne puisque à chaque ligne que l'on complète, à chaque colonne que l'on complète, on va pouvoir déclencher des petits bonus qui vont vous donner plusieurs fois dans la partie des petites sensations très agréables de plaisir. C'est ce qui rend le jeu à la fois classique, à la fois moderne, c'est ce qui fait qu'on a eu beaucoup de plaisir quand on l'a découvert en festival, et c'est ce qui fait qu'on l'attend avec beaucoup d'impatience. Le jeu est prévu chez Cocktail Games, il sortira à la rentrée 2022. Trax, c'est un jeu de Christian Rubiela et de Juan Rodriguez, c'est un jeu illustré par Pierrot, et c'est un jeu d'enquête sonore. On va avoir des pistes de son qui vont nous permettre de faire une enquête en nous déplaçant sur le plan d'une ville. On est des flics, on a été nouvellement promus dans une brigade spéciale qui utilise les images et les bandes son de caméras de surveillance pour résoudre des enquêtes. On vous montre quelques images, mais attention, c'est un work in progress et on remercie l'éditeur de nous avoir fourni toutes ces photos. À travers nos enquêtes, on va découvrir la ville de Siren Bay et c'est une ville qui va évoluer tout au long de nos enquêtes, on va en découvrir un petit peu plus à chaque fois. De la même façon, on va découvrir ce qui se passe entre les personnages, on va découvrir la vie de la brigade et pour suivre tout ça, on va avoir un petit livret qui va nous accompagner au fil de nos enquêtes. C'est un jeu qui est pensé comme une série télé. On va pouvoir avoir une évolution entre les enquêtes, mais on va pas être obligé non plus de les faire toutes dans l'ordre les unes à la suite des autres. On va pouvoir faire des one-shots à la manière d'une série qu'on regarde à la télévision et dont on regarde un épisode au hasard. On va donc avoir 16 enquêtes à résoudre. Ça marche avec une application mobile ou tablette sur laquelle vous allez trouver 14 pistes son. Le son a été géré par des professionnels du son qui travaillent au cinéma et les voix ont été enregistrées par des acteurs. C'est un jeu qui va paraître en fin d'année chez Kif Édition et peut-être que c'est un jeu que vous mettrez sur votre liste de Noël. On vous en avait parlé il y a 2 semaines, le jeu Libertalia revient dans les boutiques. On dit revient parce que c'est un jeu qui est réédité. Il y avait une boîte qui était parue il y a une dizaine d'années, je crois. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Que c'est 2012, ouais. Chez Marabunta, une maison d'édition qui, d'une certaine manière, était l'une des ancêtres de Space Cowboy. Et c'est un jeu qui est signé par Paolo Mori. J'adore Paolo Mori. C'est un de mes auteurs préférés. Je suis presque toujours admiratif des jeux qu'il fait. J'ai toujours envie d'y jouer. Ça fait partie de mes grands classiques. Libertalia, c'est vraiment un jeu que j'adore, pour plein d'aspects différents. Il y a du guessing, il y a un thème que j'aime bien, on joue avec nos adversaires, il y a de l'ambiance autour de la table. Et il y a une mécanique qui est originale, qui marche très très bien. Et moi, c'est pareil, quand j'ai découvert ce jeu, j'avais adoré et je l'aime toujours aujourd'hui. Et donc, quand j'ai appris qu'un nouveau jeu arrivait, j'étais à la fois super content parce que c'est pas seulement une réédition, il y a eu, vous allez le voir, on va l'expliquer, quelques petites améliorations qui sont pour le coup bienvenues. Et il y avait aussi cette question du thème qui a beaucoup changé. Là, on avait un thème très noir, très pirate. Là, on a l'impression que c'est Barbossa dans le Pirate des Caraïbes, donc on a vraiment une belle ambiance. Là, on est plus maintenant des pirates déserts avec des petits animaux un peu mignons. On sent quand même le changement au niveau des couleurs. J'avais un peu peur de ça. Oui, bon, moi je préfère l'ancien thème, très honnêtement, mais après je comprends tout à fait le changement. Par contre, ça m'a pas gêné, si tu veux, de jouer au nouveau thème. Je me suis dit, ok, j'aurais adoré cette mécanique avec l'ancien thème. Par contre, c'est pas rédhibitoire pour moi. Et on va commencer par remercier Matago, parce que ça fait quelques semaines qu'on travaille assez régulièrement avec eux. On a parlé de Libertalia il y a 2 semaines, j'ai évoqué le fait, j'ai déjà la boîte, c'est compliqué pour moi de le racheter. Et on l'a reçu. Oui, c'est Thomas qui nous l'a envoyé de lui-même. Donc un grand merci à eux. C'est vraiment très agréable de pouvoir travailler avec des éditeurs, de pouvoir vous présenter les jeux, parce qu'on sait que ça vous est utile également, ça vous donne une bonne idée des jeux. Et c'est toujours agréable de travailler en bonne intelligence avec les différents éditeurs. On le souligne quand c'est le cas. Bien sûr. Ça nous permet de vous parler de ce Libertalia, ce nouveau Libertalia qui est vraiment toujours aussi bien, mais avec quelques petites corrections qui sont très bien vues. C'est un jeu de guessing. On va avoir des cartes en main, il y a un paquet de cartes numérotées, et au début de la partie, un des joueurs va annoncer les numéros de 6 cartes. Donc là, c'est ce que j'ai fait moi pour la préparation. Donc j'ai pris la 25, la 28, la 3, la 37, la 8 et la 19, et je te les ai donnés
on simule une partie à 3 joueurs, donc je les ai aussi donnés à un autre joueur. Et donc ça, c'est le premier point très important, c'est que c'est un jeu dans lequel on va avoir au début 6 cartes, et non plus 9, comme c'était le cas avant. Oui, ça fait partie des petits changements, mais vous n'allez pas vous en rendre compte si vous jouez. Et donc, on a les mêmes cartes, et chaque carte a un pouvoir, mais comme on a les mêmes cartes, on va être amené à avoir les mêmes pouvoirs. Je sais ce que tu as en main, je sais ce que tu es susceptible de jouer, donc la partie guessing dont tu parles, elle est là. Il y a pas mal de joueurs qui ont oublié Libertalia, mais qui connaissent encore des jeux du type de Brave Rats. Ouais. Et c'est le même système, c'est-à-dire qu'on a les mêmes cartes en main. Si je joue celle-là, peut-être tu vas la jouer, du coup je vais pas la jouer. Mais l'ordre de nos cartes ont vraiment beaucoup d'importance, et ça c'est très fin. On va essayer de vous l'expliquer, mais rapidement, c'est une vidéo news, on va pas rentrer trop dans les détails. Allez, on explique un tour de jeu rapidement. Moi, par exemple, je joue ça. Moi, je joue celle-ci. Et Jean-Pierre a joué cette carte-là. C'est Michael. Première chose, on va regarder la phase de jour, on retourne les 3 cartes et on va les classer par ordre. Des numéros. Donc là... Ah, 2 recruteurs, dis donc. C'est un super exemple. Recruteur ici, recruteur ici. Et donc, comme tu dis, là où c'est très intéressant, c'est qu'on va classer donc dans l'ordre. Vu qu'il y a 2 égalités, à l'époque, dans l'ancienne version, on avait des petits numéros sur les cartes. Et donc, le numéro le plus haut définissait comment on les plaçait. Des numéros en plus. C'est-à-dire qu'il y a des numéros en haut. Et en plus, il y en avait des petits qui étaient indiqués en bas. C'était malin, mais c'était pas si élégant que ça. Surtout qu'on pouvait pas influer dessus. Si toi, tu avais le paquet des joueurs bleus qui avait le numéro 1, tant pis pour toi. Alors, on n'avait pas les mêmes numéros sur chaque carte, en fait. Moi, c'était une rustine, de mon point de vue. De temps en temps, les auteurs trouvent des rustines pour que le jeu fonctionne, et ça permettait de briser les égalités. Cette fois-ci, il y a une nouvelle mécanique. La mécanique, cette fois-ci, c'est une piste de réputation sur laquelle on va pouvoir influer, ce qui inclut de nouvelles cartes avec des nouveaux pouvoirs qui permettent de jouer sur cette piste de réputation. Et c'est cette piste qui va définir maintenant où se placent les cartes. Donc toi, par exemple, t'es le bleu, on voit que t'es moins bon en réputation que le violet, donc tu vas être placé avant. Et donc ça, on va devoir le prendre en compte, puisque cette réputation, on va pouvoir agir dessus avec les effets de nos cartes. Puisque une fois qu'on s'est placé, nous allons résoudre les effets, d'abord les effets de jour. Donc on commence par la plus petite carte, la deuxième, la troisième. Il peut se passer plein de choses, on peut faire défausser des cartes aux adversaires, gagner de l'argent, puisque c'est celui qui aura le plus d'argent, et des pirates. Piquer de l'argent aux autres. Voilà, qui va remporter la partie. Une fois qu'on a fini les actions de jour, on va passer au crépuscule. Et le crépuscule, on va récupérer des butins. Mais cette fois-ci dans l'ordre inverse. Et de ce fait, c'est parfois bien d'être mieux le premier placé sur la piste. Parfois c'est moins bien, puisque ici on le voit sur l'ordre inverse, le dernier qui va ramasser un des butins va en prendre un négatif, la relique, qui lui fait perdre 3 pièces. Donc c'est pas super. Dans ce cas-là, on a plutôt intérêt à jouer la plus forte carte. Donc on réfléchit tout le temps en fonction de nos numéros si on veut jouer notre effet en premier ou récupérer un butin en premier. Ça va dépendre de ce qui est tiré au sort. Et on voit que les butins ont des effets différents. Il y a certains butins qui vont se collectionner. Si vous en avez plusieurs, vous gagnez plus de points. Certains butins qui vont permettre de tuer les cartes des adversaires. Ah, oui. Il y a une vraie réflexion sur ce que je veux, mais sur ce que je veux pas que les autres aient. Et donc, ça va définir ce qu'on joue. Et là, c'est encore une nouveauté pour ceux qui connaissaient l'ancienne version, c'est que vous avez une partie recto du plateau avec des effets, vous avez une partie verso avec d'autres effets. Donc vous pouvez un petit peu changer les parties. Vous pouvez même panacher. Et vous pouvez même panacher avec des petites tuiles. Dernière phase, c'est la phase de nuit, quand on a récupéré tous nos personnages et qu'on les a posés devant nous dans notre bateau personnel, on va pouvoir faire certains effets qui nous permettent également, donc ça va dépendre des cartes, de gagner effectivement des pièces éventuellement ou d'autres effets, vous les verrez en jouant. Donc ça c'est un effet de nuit. Une fois qu'on a fait ça, on continue, donc hop, on passe au deuxième tour, on refait la même chose, une phase de jour, crépuscule, nuit, on résout nos effets, et on va faire pareil pendant les 4 jours, et ensuite on aura fini la première phase. Le premier voyage. Voilà, le premier voyage. On va refaire comme ça avec 2 autres voyages, et en fin de partie, eh bien, c'est celui qui aura gagné le plus de pièces qui l'emporte. Alors j'espère qu'on vous a pas perdu dans les explications, c'est pas le but de la vidéo news de trop rentrer dans les détails, retenez simplement que c'est un jeu mais super malin, en permanence on est en train de réfléchir à ce que les autres vont jouer. Ça peut être très fun aussi, parce que si vous mettez un petit peu d'ambiance autour de la table, c'est rigolo d'essayer de pousser les autres à faire des bêtises, les influencer. Dernier élément, j'en ai pas parlé mais c'est très important, tu parlais de la fin du voyage. Quand on commence un autre voyage, on va évidemment remettre des tuiles ici, mais surtout on va repiocher 6 cartes, et encore une fois, les mêmes cartes. Donc ça veut dire qu'on aura fait un premier voyage. Ah bah sinon on n'aurait pas joué avec beaucoup de cartes. Bah oui, mais c'est très important, on aura joué 4 cartes au début, donc chaque joueur, il va lui rester 2 cartes en main. On en récupère 6, et on recommence à nouveau. Donc encore une fois, je sais les cartes que tu as, mais par contre, lesquelles tu as pu garder du tour d'avant, c'est très malin. Libertalia, c'est un petit bijou. Moi j'adore ce jeu vraiment au plus haut point. Il est réédité, il est de nouveau disponible. Je vous ai dit que je préférais le graphisme un peu plus dark de la précédente édition. C'est un choix tout à fait personnel, mais de toute façon ça ne va pas tellement rentrer en compte dans cet avis, puisque vous n'avez pas le choix aujourd'hui. Si vous voulez jouer à Libertalia, c'est celui-ci qui est disponible. Et en plus, la mécanique est meilleure. En fait, je vais même plus loin que toi, c'est que quand tu dis que tu n'as pas le choix, tu as toujours moyen de retrouver peut-être ce à l'occasion, des choses comme ça. Pas le coup.
thématiquement, même si vous préférez cette boîte-là, mécaniquement, vous avez plus intérêt à aller vers cette boîte-là parce que c'est vraiment chouette ce qu'ils ont rajouté. C'est un jeu qui rentre évidemment dans ma ludothèque, qui y est depuis très longtemps, mais qui rentre même dans mon top de mes jeux préférés de tous les temps, parce que c'est vraiment fabuleux. Ce serait très dommage de passer à côté de Libertalia. Si vous êtes sensible au guessing, essayez d'anticiper ce que vos adversaires font, parce que ça ne plaît pas à tout le monde évidemment, mais ça c'est vous qui savez si ce type de jeu peut vous plaire. Et donc moi c'est exactement la même chose que tu as dit, donc je ne veux pas paraphraser, il rentre aussi dans ma ludothèque. 404 Onboard nous propose un jeu d'enchères, c'est un jeu créé par Nicolas Mellet et Jérôme Soleil, il s'agit de Agartha. C'est un jeu dans lequel nous allons récupérer des cartes que nous allons placer des deux côtés de notre petit plateau individuel en enchérissant, mais pas avec de l'argent. Non. On n'a pas des tonnes de billets, de pièces à jouer de la manière la plus subtile possible, c'est de l'enchère assez simple finalement. Nous n'avons que 3 jetons. Des jetons qui sont notés 1, 2 et 3. Et les joueurs vont jouer chacun à leur tour en essayant de récupérer les cartes qui sont ici, en plaçant un jeton face cachée. On ne sait pas quelle valeur on a mis pour essayer de récupérer ces cartes. Ce qui veut dire qu'il y a une part aussi de guessing, une part de bluff. Là, tiens, qu'est-ce que t'as mis? Ok, je vais essayer de mettre aussi un jeton ici pour te battre. Ouais, je pense que t'as pas mis un gros jeton. Allez, je t'attaque ici. Et vous vous doutez, il risque d'y avoir des égalités dans ces cas-là. C'est le joueur qui a le jeton premier joueur qui va gagner l'égalité, mais on peut, si on a un doute, surenchérir pour rajouter un élément, ou alors jouer sur un autre bateau, parce que là, je pense que je vais l'avoir. Ouais. Autre possibilité, on l'a vu avec les jetons, c'est qu'il y a également des petites actions qui sont dessinées. Donc je vais reprendre ça, j'aurais mis un 3 quand même, t'as mis quoi toi? Ouais, un 2, j'aurais gagné. Non mais c'est pas une vraie partie, jamais je me serais fait avoir. Et donc l'autre possibilité, c'est que le jeton, plutôt que de l'utiliser pour faire une enchère, je le place en haut pour faire une action. Et une fois que tous les joueurs auront placé l'ensemble de leurs jetons, on va donc résoudre toutes les cartes. On commencera par la carte de gauche, ici, on résout l'action du joueur, et ensuite on résout l'enchère, donc celui qui gagne l'enchère remportera les cartes. Les actions, c'est assez simple. On a une action qui va nous permettre de piocher une carte, soit sur le plateau, dans ce cas-là on la remplace directement, soit directement dans la pile. On a une action qui va nous permettre de déplacer une des cartes qui est déjà sur notre plateau, et on a une action qui va nous permettre d'échanger 2 de nos cartes qui sont sur le plateau. Et là, on vous a quasiment expliqué le jeu. On a 6 tours, on va faire des enchères, on va récupérer des cartes. Ce qui nous resterait à expliquer, si on faisait une explication complète, c'est les différents systèmes de scoring qui sont relativement simples parce que les cartes sont de types différents. On va essayer de faire des combos. Une fois qu'on les a réalisés, hop, on les score, on récupère de l'argent. On ne va pas rentrer dans les détails de ces scorings. Non, mais il y a juste un point que je vais préciser, c'est qu'en fait, quand on récupère 2 cartes, on va les mettre dans un seul et même endroit, soit dans le lieu, soit dans le village, soit dans la case d'exploration. Le problème, c'est que parfois, on aura des cartes qui n'ont rien à faire dans certains endroits. Et donc, plus tard, grâce notamment aux actions, on va devoir essayer justement de déplacer les cartes pour les mettre dans les bons lieux, dans les bons endroits pour pouvoir faire le meilleur score possible. Donc on essaye à la fois de récupérer les bonnes cartes, il faut bien jouer pour ça, bloquer ses adversaires, il faut bien observer ce qu'ils sont en train de faire, et de déplacer ses cartes sur son plateau individuel pour réaliser les meilleures combinaisons possibles. C'est comme ça qu'on va remporter la partie. C'est pas si simple parce qu'il y a beaucoup d'opportunisme en réalité. On regarde ce qui arrive et il faut s'adapter à ce qui se passe. On ne maîtrise pas tout. Les cartes vont arriver dans l'ordre qui est défini par la pioche, complètement mélangé. Donc forcément, on n'est pas certain d'avoir les cartes qui nous permettent de faire le meilleur scoring. Il faut s'adapter en permanence. Et même au niveau de la mécanique, on parle d'un jeu à combo. En réalité, vous avez la possibilité parfois de déclencher, donc par exemple ici, un scoring qui vous donne un combo, de déplacer une carte, de faire un autre scoring ailleurs. Moi, ça, c'est un petit peu justement la chose que j'attendais de pouvoir faire. Tu sais, c'est réaction en chaîne. Ouais. Une action quand on déclenche une autre. Et en réalité, c'est vraiment assez simple. On va généralement faire une action, déplacer une carte, gagner quelques points, mais il ne faut pas s'attendre non plus à des explosions en termes de jeu. Oui, c'est très familial en réalité, c'est pas un jeu très complexe. C'est une première approche, on va dire, sur les enchères, avec des enchères qui sont face cachée, donc ça permet d'avoir un petit peu de surprise dans le jeu. C'est ce qui le rend aussi un petit peu plus léger, parce qu'on sait que la mécanique d'enchères est souvent très difficile à appréhender pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude. Il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas ça d'ailleurs, Bien sûr, qui n'aiment pas la sensation des enchères, parce que il faut beaucoup de finesse pour réussir à comprendre ce que sont en train de faire les personnes contre lesquelles nous sommes en train d'enchérir. Mais par contre, pour ceux qui aiment ça, c'est aussi ce qui va donner de l'ambiance au jeu. Parce que comme je le disais tout à l'heure, essayer de comprendre ce que le joueur a mis ici, et là, t'as mis un petit jeton parce que ces cartes-là, elles t'intéressent pas. Essayer de comprendre, essayer de pas trop gâcher ces jetons, parce que tout à l'heure, on a vu, t'as mis 2 jetons sur un même endroit, c'est gâché parce que du coup, tu vas pas aller ailleurs. Bah oui, j'ai fait que le double de ton score du coup. Ah, c'est dommage. C'est vrai que c'était mal joué. Repos Productions nous propose Stranger Things, l'attaque du flageur mental. C'est un jeu de Joey Vigour et on est sur un jeu à rôle caché. Exactement, et c'est la rethématisation avec une licence très connue, celle de la série, du jeu Grawl.
que j'avais acheté moi en financement participatif, je le tiens à l'envers. C'est un petit jeu de type loup-garou. Alors, vous allez voir, c'est quand même assez différent du loup-garou. Il y a une petite anecdote sur ce jeu, il me semble, je peux me tromper, vous me corrigerez si c'est le cas, il me semble qu'à l'époque du Kickstarter, on avait la possibilité d'acheter pour 1 euro de recevoir le jeu. Alors c'était pas cette boîte-là, ça c'est la version de luxe, mais on le recevait dans un petit gant de toilette avec juste les cartes. D'accord. Et c'était une des originalités qui a attiré du monde d'ailleurs à l'époque, parce que beaucoup l'ont pris pour le 1 euro et au final, forcément, ont pris la version de luxe. On va vous présenter très rapidement ce jeu qui plaît beaucoup. Moi, ma fille avait très envie d'y jouer parce que, ah là là, c'est Stranger Things, c'est la nouvelle saison en plus, ça arrive. C'est tout, hein, la date. La thématisation, ça aide beaucoup. Et toi, tu as parlé d'un jeu type loup-garou parce que, comme je disais, c'est un jeu à rôle caché. Oui. Et donc, comment ça se joue? On va commencer la partie. Imaginons qu'on est 4 joueurs autour de la table, ça se joue de 4 à 10. On va déjà préparer des cartes. Une carte flagelleur mental, 3 cartes au gaufre. Et donc, je vais secrètement donner à chacun des joueurs une des cartes. Ça veut dire que dès le début de la partie, on a un joueur qui va être le flagelleur, et on a 3 joueurs qui vont être des gaufres. Et le flagelleur pourra contaminer ou tuer les humains, c'est son but. Le but du flagelleur, c'est qu'à la fin de la partie, tous les humains soient éliminés. Donc, soit ils seront contaminés, soit ils seront tués. Il va y avoir des échanges, il va y avoir du bluff, il va y avoir de l'analyse. Ouais. Ça va se jouer comme ça. Et donc, le but des humains, vous l'avez compris, c'est que si à la fin de la partie, il reste au moins un humain, tous les humains ont gagné. Et donc, on a ce côté, on compte jusqu'à 3, tous les flagelleurs doivent faire un Rawr! Les humains doivent se lever et applaudir. Donc, forcément, si un humain se lève et applaudit, bravo, les humains ont gagné. Donc, une fois qu'on a notre carte, c'est bon, tu connais ton rôle? Oui, oui. Bravo. On va redonner à chaque joueur 3 nouvelles cartes. On les ajoute à la carte qu'on a eue. Et parmi ces cartes, on peut avoir différents types. Les gaufres, qui servent pas à grand chose, mais qui sont pas les cartes méchantes. Ça doit paraître surprenant aux ceux qui ne connaissent pas la série. Hein. Ça représente juste c'est l'alimentation des humains, de base, notamment de l'héroïne. C'est mignon. On a les flagelleurs mentales, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je peux en recevoir au début de la partie, je peux en donner d'autres à d'autres joueurs. Si à un moment donné, dans la partie, j'ai 3 flagelleurs, je deviens, à mon tour, flagelleur mental. Mais attention, il ne faut pas que je le dise. C'est-à-dire que secrètement, je passe du côté des méchants, mais je vais tenter de rester discret. On peut le devenir dès le début, hein. Sur les 3 premières cartes qu'on a reçues, on peut directement changer de rôle. Ça t'est arrivé. Dès le premier, ça m'est arrivé, effectivement. Et dans ce cas-là, il ne faut pas le dire. Tu as raison d'insister dessus. Ça peut être une des difficultés avec les joueurs novices qui ne font assez peu de jeux de société de ce type-là. C'est un peu technique hein, de se rendre compte qu'on a changé de rôle, de ne pas le dire, surtout que les cartes vont circuler et on ne pourra pas le vérifier en fin de partie. Autre type de carte, les souvenirs. Si j'ai par exemple 2 flagelleurs, je dis attention, si j'en ai un 3e, je deviens méchant. Chaque souvenir va annuler un flagelleur. Et on a la même chose pour les coups durs et les coups de pouce. Si un joueur a 3 coups de durs, et on a la même chose pour les coups durs et les coups de pouce. Si un joueur reçoit 3 coups durs, il l'annonce, il est directement éliminé de la partie. En revanche, encore une fois, chaque coup de pouce peut annuler un coup dur. Donc ça, on le montre visiblement, contrairement à la carte flagelleur mental. Ça, on ne va pas le montrer si on est contaminé. Les coups de pouce, on va les coups durs plus exactement, quand on en a 3, il faut le montrer. On est éliminé, donc c'est un peu comme dans un loup-garou, ça, il y a le côté élimination, mais encore une fois, les parties sont courtes. C'est pas un jeu où vous allez vous retrouver tout seul pendant un moment, pendant que les autres jouent. Ça fait partie du jeu, c'est une des composantes essentielles, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un défaut. C'est pas rédhibitoire. Maintenant que vous connaissez les cartes, la mécanique de jeu, elle est très simple. Soit on est dans le tour de jeu normal, c'est à moi de jouer, je pioche une carte, et là on va discuter autour de la table, qui est-ce qui veut cette carte, sachant que celui qui pioche la carte ne peut pas la prendre. C'est une gaufre, là, bon, il n'y a rien de méchant, je peux la donner à qui la veut. Martin, tu veux la gaufre? Ça ne changera pas grand-chose. Allez, je te donne la gaufre. Merci. Ensuite, c'est à Martin de jouer, un flagelleur mental. Ça à toi de discuter. Je peux pas la garder, je l'aurais bien gardée, parce que moi j'avais justement des cartes pour les annuler, mais je peux pas la garder, je suis obligé de la donner à quelqu'un. Oh Sylvain, il n'y a que toi autour de la table. Ah non, j'en veux surtout pas. Oh, désolé. Ah. Vous aurez compris, il ne le joue pas comme ça. Mais en gros, c'est le jeu, il faut essayer de comprendre qui est qui veut quoi. Moi, je peux la prendre, je peux l'encaisser, j'ai des souvenirs, il faut surtout pas me la donner. On va essayer de discuter. C'est un jeu qui engendre des discussions, et c'est ça qui est intéressant. C'est que forcément, en fonction des discussions, en fonction des arguments qu'on va donner, il va se passer quelques petites choses autour de la table, des émotions particulières dont on va se rappeler après la partie. Donc là, c'est le côté, on va dire, très fin du jeu, où on va discuter, essayer de se passer des cartes. On va ajouter à ça 3 cartes qui vont rajouter du fun dans le jeu. Qui vont arriver au fur et à mesure de la partie. De temps en temps, il y aura un petit événement. Donc par exemple, hop, événement avec club, désigner 2 joueurs, ils échangent physiquement leur place. Et ça peut être rigolo. Pourquoi? Parce qu'au moment où une de ces cartes tombe, on va faire ce qu'on appelle un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est très simple. Chacun prend une carte de sa main qu'il va donner au joueur à sa gauche. Chacun prend une carte de sa main qu'il va donner au joueur à sa droite. Ça veut dire que chaque joueur va recevoir 2 cartes, il les mélange et il les regarde. Donc il ne saura pas lequel de ses voisins lui a donné quoi. Et ça, c'est très important. En ajoutant une petite remarque très, très essentielle pour comprendre le jeu, c'est que
Le joueur qui est flageoleur mental peut donner des cartes pour contaminer les autres flageoleurs mentaux. Les humains, logiquement, ils ne vont pas contaminer les autres puisque ce sont des humains. Mais ils n'ont pas le droit de le faire. Donc un joueur qui reçoit 2 cartes, il les a mélangées, il regarde, il y a un flageoleur mental, il a une information essentielle, il sait que l'un de ses 2 voisins l'est probablement, enfin obligatoirement, puisqu'il lui a donné une carte, mais il ne sait pas lequel. Ouais. Il va pouvoir le dire aux autres, mais j'ai reçu une carte flageoleur. Mais les autres ne savent pas s'il dit la vérité ou s'il ment. T'as reçu un flageoleur ou tu mens? Je pense que tu bluffes là. Tu vois, donc cet aspect-là rentre en compte. C'est exactement ça. Ça crée aussi des doutes, des analyses, des discussions, de la déduction. C'est ce qu'on aime bien dans ce type de jeu. C'est difficile de parler d'un jeu comme ça sans en comprendre le fonctionnement. On espère avoir réussi à vous expliquer ce jeu, en tout cas dans ses grandes lignes. Ensuite, on va vous parler de notre avis, parce qu'on a fait quelques parties, pas tant que ça en réalité. Pas suffisamment pour moi, je vais le dire très honnêtement. Aujourd'hui, je suis dans un cas où j'ai vraiment envie d'y rejouer, ce qui est plutôt très bon signe. Sylvain est un grand analyste des jeux. Mais pas du tout. Mais si, t'as souvent du mal à te faire un avis sur une première partie, tu en as besoin de plusieurs en général. Pour ce genre de jeu, oui, parce que comme tu disais, c'est assez fin. Et les jeux qui sont assez fins, ils ont un défaut, c'est que parfois, une partie peut tomber à l'eau. Ça, c'est évident. Sur celui-ci, oui. Et là, c'est ce qui a pu arriver. On a fait une première partie, on était 6 à 6. Il faut savoir que dès le début de partie, il y a 2 flageoleurs. Donc là, on a ce côté, on ferme tous les yeux, les 2 flageoleurs ouvrent les yeux. Donc là, on a un jeu en équipe qui s'installe. Donc c'est encore plus rigolo. Quand on joue à moins, à 4 ou 5, on a un seul flageoleur au début de la partie. Il est tout seul. Donc ça, c'est déjà des petites différences. Moi, j'ai encore besoin d'y jouer. Moi, je ne veux pas parler de défauts, puisqu'en fait, c'est des particularités. L'auteur de ce jeu a fait un choix en fonction des sensations qu'il voulait générer autour de la table. Des sensations, il va s'en produire. Il y a des parties qui peuvent être extraordinaires parce qu'il va y avoir des échanges, mais pour qu'elles le soient, il faut que les joueurs maîtrisent la situation et donc comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Très clairement, à la première partie, il y a plusieurs caractéristiques de ce jeu qui font que ça sera difficile, notamment pour des joueurs novices, de bien maîtriser tout ce qu'il faut faire, voire vous allez avoir des erreurs. Sur les premières parties. Ça va arriver, nous on en a vu. Mais c'est des erreurs qu'on peut voir ou pas forcément. Parce que comme tu disais, on disait les flageoleurs, dès que j'en ai 3, je deviens un flageoleur. Par contre, il y a un moment dans la partie, j'en perds une, j'en ai plus que 2, je suis toujours flageoleur. Mais ça, il faut bien s'en souvenir. Et aucun autre joueur pour autour de la table le lui rappeler. Parce que tout est caché. Donc ça, effectivement, il y a même des joueurs qui, s'ils ont une tendance à tricher, jouez pas avec ce genre de joueurs. Ils pourront le faire là sur ce jeu, parce qu'on ne pourra pas vérifier ce qu'ils ont fait. Nous, on n'a pas ce genre de joueurs autour de nos tables, donc on n'a pas ce type de soucis, et honnêtement, ça ne pose pas de problème, je pense. En tout cas, moi, j'ai pas ressenti ça. Le côté triche volontaire, nous, on l'a pas, mais le côté erreur involontaire... les erreurs, oui. Surtout à la première partie, parce que comme il faut bien maîtriser ce qu'on fait, sans le montrer aux autres, donc sans pouvoir poser la question qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Maintenant, on ne peut pas le faire. C'est impossible sur ce type de jeu. C'est une des particularités de ce type de jeu-là. Ayez-en conscience. Il faut analyser les choses. Vous allez avoir des parties qui vont pas forcément très bien marcher, mais c'est justement ce qui permet, sur d'autres parties, plus tard, quand on maîtrise bien le jeu, d'arriver dans des situations qui seront très amusantes. Dans des super moments, ouais. On se retrouve avec Ludovic Maublanc, mais bonjour Ludo. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Qui descend de sa chambre, pour nous parler d'un jeu. Alors, c'est un jeu que tu as signé. On est dans la rubrique où on revient sur les oldies, les jeux qui datent un petit peu, et celui-ci fête ses 10 ans. Ouais, ça nous rajeunit pas Martin, parce que c'est notre première collaboration ça. Mais oui, parce que j'ai signé les dessins aussi de ce jeu-là. C'était au début de... On se connaissait pas tellement à l'époque. Non, on a dû se croiser une ou deux fois en salon peut-être, je me souviens même plus. Chez Bruno Feduti, peut-être. Peut-être déjà chez Bruno Feduti. On a eu l'occasion de se croiser et ce jeu, il manque quelqu'un pour en parler autour de la table. Il manque Mathieu Debnou parce que d'une certaine manière, il est pas auteur du jeu, mais il est à l'origine du projet. Il est clairement le maître d'œuvre du projet, ouais. D'ailleurs, en fait, il m'avait contacté à l'époque, donc le jeu a donc 10 ans 2012 du coup. Ouais. Donc il m'avait contacté quelques mois en arrière, l'année d'avant j'imagine. En 2011. 2011 je pense. Il m'a dit, alors écoute Ludo, là c'était quelques temps après la fameuse phrase de Sarkozy, Nicolas Sarkozy au salon de l'agriculture qui a repoussé qui s'est fait refuser une poignée de main et il a dit mais c'est ça, casse-toi pauvre con, au type. Et là ça a fait les choux gras de la presse à l'époque, ça a été énorme. Et donc Mathieu Despnous m'appelle en me disant est-ce que tu voudrais pas me faire un jeu qui s'appellerait Casse-toi pauvre con. Il avait juste ça. Mais il s'est dit, faut surfer sur la vague. C'est vraiment un truc d'entrepreneur, c'est un truc à la Mathieu Despnous. C'est, il y a quelque chose dans l'air, je le chope et j'y vais. Et là, il m'a dit, bon, je te cache pas, j'ai demandé à Roberto Fraga avant. Il a dit non. Donc, j'ai pensé à toi. Oui, parce que Roberto Fraga, c'est aussi, pas le genre de thème qu'il apprécie particulièrement. Il a dit, non, mais je touche pas à ça. donc, il a pensé à moi, parce qu'à l'époque, j'avais un peu la réputation de faire des jeux un peu foufou, rigolos et tout ça.
Et puis, comme j'étais jeune auteur et flatté, j'ai dit tout de suite oui, parce que quand on te contacte pour te dire j'ai pensé à toi, tu dis tout de suite bah oui, trop bien, on a pensé à moi. Et une fois que j'ai raccroché, je dis mais qu'est-ce que je vais trouver, qu'est-ce que je vais faire. Donc voilà, donc j'ai vraiment ce souvenir-là. Pendant un mois, je me suis torturé l'esprit, j'ai cherché des mécaniques, je trouvais rien, c'était horrible. Ça a duré tant de temps que ça pendant tout un mois, impossible de trouver quelque chose de bien, entre guillemets, enfin de trouver un angle d'attaque en fait. Et au bout d'un mois, là, il y a eu un déclic. Alors on va expliquer le jeu, le chercher, trouver, etc. Mais j'ai eu ce déclic-là et je me suis dit, ah, c'est ça qu'il faut faire. Et là, j'ai développé le jeu, enfin, j'ai fait du proto pendant un mois et je lui ai montré et il a dit ok, il était partant sur ce projet. Donc ça m'a pris 2 mois à peu près pour trouver le bon angle d'attaque et faire la mécanique de jeu. Et puis après, que tu te lances dans les illustrations. Parce que moi j'avais fait mon proto avec des patates que je t'avais volées sur ton blog. Dès le début du projet, c'était le projet de départ. Hein. Mathieu Despnous était parti en disant je veux faire un jeu. Alors il avait choisi ces illustrations-là dès le début. Il m'avait demandé si j'étais d'accord pour travailler, s'il trouvait un auteur et une mécanique. Et on s'était lancé là-dedans. C'était notre première collaboration. Un très très bon souvenir. Ouais, très chouette. Ouais. Et quand on en reparle aujourd'hui, c'est vrai que ce thème-là, le thème de la politique, bizarrement, c'est devenu un peu moins ludique. Ouais. D'ailleurs, il y a eu des suites à ce jeu. Oui. On a fait 5 ans plus tard le Casse-toi Pauvre Con 2, et déjà, en le faisant, on se disait, le climat n'est pas le même. Ouais, il y avait plus l'ambiance de rigolade. En fait, techniquement, l'époque Casse-toi Pauvre Con, l'époque Sarkozy qui fait des sorties, qui fait rigoler un peu tout le monde, ou grincer des dents, il y avait vraiment un côté un peu guignol de l'info, etc. On était vraiment dans cette période-là où on se moquait de la politique. C'était fun, c'était rigolo. Mais déjà 5 ans après, la politique, c'était déjà moins marrant. Et aujourd'hui, je pense que c'est encore plus le cas. Donc c'est plus difficile de rigoler avec le jeu, mais il n'empêche que ce jeu, il a des vraies qualités. Et ce qui est très surprenant, c'est que j'y ai joué plusieurs fois avec des enfants. On n'est pas très loin d'un jeu pour enfants, parce que c'est une mécanique qui est rigolote. Avec des adultes, ça fonctionne, mais ça plaît énormément aux enfants. À l'exception peut-être du thème, c'est ça qui pose problème. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de cette mécanique ? Sûr, alors, clairement, le projet de Mathieu, c'était de faire un jeu qui s'appelle Casse-toi Pauvre Con que tu illustrerais. La mécanique, c'était vraiment la 5e roue du carrosse. Hein. Pour lui, moins, mais pour nous aussi, quand même. Il fallait moi, ça ne m'intéresserait que si je trouvais une mécanique de jeu qui fonctionnait. La mécanique de jeu, en fait, elle est basée sur un peu à Mais où est Charlie, en fait. L'idée, c'est d'avoir... Comme l'événement s'est produit dans un bain de foule, au salon de l'agriculture, donc l'idée c'était de reconstituer le bain de foule avec un jeu. Donc le bain de foule c'est ça, c'est un énorme paquet de cartes retournées sur leur dos où on voit plein de personnages. Et ce que j'avais aussi en tête aussi, c'est d'utiliser tes patates au maximum, parce que c'était un peu aussi le côté, ton truc emblématique. Bah oui. Et donc c'était d'avoir une foule de personnages patates sur la table. Donc c'est ce qu'on obtient avec ces cartes face cachée. On est répartis sur la table, on les voit étale. Plein de personnages on Et donc l'idée c'est, on va serrer des mains. On est dans le bain de foule, on serre des mains. Et donc chaque joueur a, selon son camp politique, son bord politique, il a des personnages qu'il apprécie et des personnages qui vont le détester. Donc par exemple Dominique, qui est de gauche, il va... Alors c'est les gauches caviar. La gauche caviar, c'est gauche caviar. Ouais, il n'est pas complètement contre les entrepreneurs, les personnes un peu chic. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a réussi quand même à trouver des petites astuces pour caractériser les personnages. Donc on a gauche, droite, écologique et centre à l'époque. Maintenant, ça serait compliqué, je pense, parce que les camps n'ont plus vraiment de sens, ça ressemble plus à rien. Oh, on peut toujours s'amuser. Bref, on a plutôt envie de croiser le bobo, le syndicaliste, enfin le paysan pas trop, etc. Donc chaque joueur, en fonction de son camp, a des personnages à qui il a envie de serrer la main et des personnages qu'il veut surtout éviter. Et donc on est parti, simultanément, on va fouiller et on va chercher si une carte nous intéresse. Donc moi je cherche la vieille dame riche et l'entrepreneur qui ressemble étrangement à Mathieu Despnous. Oh, il y a une vieille dame riche, je prends. Elle a l'air pas mal cette carte parce que... Là je la retourne, et là en fonction de ma couleur, elle me donne 5, des points. énorme. Ah, 5, c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça c'est mes points d'énervement. Oui, c'est parce que les gens m'agacent. Alors attendez, c'est des étoiles. Ah oui, je l'ai pas vu lui. C'est les étoiles qui sont positives. Ah oui, t'as le personnage que tu veux surtout pas. J'ai le personnage j'ai le bobo que je déteste et en plus j'ai le syndicaliste. Donc là, j'ai retourné une carte qui a 5 points d'énervement. Alors que c'était ma carte là, complètement. Ça, parce que regarde de l'autre côté, 0 pour moi. Je me suis fait avoir 0 et 2 étoiles, c'était parfait pour moi. Donc là, quand on prend cette carte, donc là, imaginons que tu as eu l'œil, t'as vu, tu le mets vers toi, hop, au-dessus de ton personnage. Ça te dit, j'ai fait une carte, impeccable, 0 point d'énervement, nickel, et en plus j'ai des étoiles. Et on continue comme ça. Si un joueur atteint ou dépasse 8 points d'énervement, si je me souviens bien, là, on crie « Casse-toi, pauvre con !» Donc ça, c'est le moment où le candidat craque parce qu'il en a marre de se faire submerger par des gens qui le détestent, qui lui jettent des œufs à la figure, etc. Alors, on peut en prendre quelques cartes. 4. Alors attends, non, celui-là, non, oh là là. Pas très bien joué. Mais non, mais je suis pas concentré du tout, là.
Ah, celle-ci, c'est parfait pour moi. non, ça, c'est parfait pour moi. Énervements, Ah, c'est nul. encore 2 étoiles. Là, je joue bien. Non, il y a Et un ça se joue syndicaliste. en simultané complet. Il y a un... Celle-ci... Allez, la vieille non, dame. ça, je la déteste. Ça va pas oui. du tout. Oui, 0 point d'énervement, impeccable. Allez, Donc là, on ça prend ses points, on essaye de pas dépasser 8, on essaye de trouver des étoiles. Les 7. étoiles, c'est les cartes qui réunissent nos personnages préférés. Et aussi, on récupère des journalistes. Là, on voit sur le côté, ah, t'as déjà 3 journalistes différents. Il en manque encore un. Il y en a 4. Ils sont également visibles Ils sont sur visibles. le dos des Alors, on cartes. peut aussi jouer les journalistes. À un moment donné, on peut se dire, alors moi, j'ai déjà Pujadas et le moustachu. Là, je vais essayer de trouver... C'est un peu daté. ça, ah oui, mais bon. Et donc, on continue comme ça, tous en simultané, jusqu'à ce qu'un joueur atteigne ou dépasse 8. Et là, c'est le casse-top au front qui met fin à la manche. Donc, on va voir si on... Ah bah là, j'ai pris un 8. Merde. Bon, j'ai craqué complètement, mais j'ai même pas mes cartes, j'ai n'importe quoi. Alors, c'est pas... Très, là, très on bien arrête. joué. Casse-top au front. Le joueur qui dit casse-top au front perd 1 point de popularité. Donc, on a cette petite échelle de popularité. Le but, c'est d'arriver au sommet au top de la popularité. Ça s'arrête aussi si un joueur sort du plateau de popularité, Parce qu'il tellement trop il est mal joué. détesté Bah par oui. le public. Et ensuite, on score les points. Et Donc, les points... Si on avait 4 étoiles, je crois, on Alors, marquait un de point. mémoire, si on avait au moins 4 cartes, ce qui est ton cas, 1 Ouais. point. Oui. Au moins 4 étoiles, 1 point. Yay. Et les 4 journalistes. Mais non. Non. Mais du coup, c'est toi qui as fait casse-toi pauvre con, t'as perdu de la popularité, mais comme t'as bien serré des mains, t'es remonté. Et moi, j'ai même pas 4 cartes. J'ai pas les 4 journalistes, j'ai rien, donc j'ai 0. En fait, j'ai très mal joué parce que j'expliquais en même temps. Donc voilà, l'issue de cette manche, t'as perdu un peu, mais t'as gagné. C'est toi qui as réussi à monter en popularité, en fait. Et ensuite, on remet toutes les cartes, on remélange, et on est reparti pour un tour. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur crève le plafond des sondages, ou qu'un autre joueur le crève, mais du mauvais sens, et devienne tellement impopulaire qu'il est viré du jeu. Et donc c'est un jeu d'observation. Observation, Un peu de rapidité, Ouais, ouais. effectivement, mais il n'y a pas Alors que pas ça. trop parce que- rapidité, sinon on fait n'importe quoi, parce que les personnages sont vraiment bien cachés. Hein. Moi tout à Ouais, l'heure, ouais. quand j'ai fait mon exemple, j'étais persuadé d'avoir une bonne carte. Hein. Et puis en fait, j'avais pas du tout vu les deux oiseaux qui me faisaient perdre des points. Et en fait, cette mécanique-là, avec des enfants, ça marche bien parce qu'il Ouais. y a beaucoup de plaisir à aller chercher les personnages, à regarder, parce qu'on est vraiment dans une foule, ça Ouais, ouais. fonctionne complètement. Le thème ne correspond pas. Le Mais thème ne marche ne pas. correspond pas aux enfants particulièrement. Mais alors tu étais resté très simple hein, en termes de mécanique, avec une seule mécanique centrale Oui. qui était liée aux différents personnages. Mais finalement, c'est ce fait de rechercher les personnages au milieu. C'est incroyablement ludique, c'est quelque chose sur lequel on aurait envie de pouvoir faire plein de choses parce que selon les contraintes, on pourrait aller chercher des personnages qui sont assez différents. Complètement, ouais. T'as déjà repensé parce qu'il est un peu périmé le Non, jeu. alors quoi. le jeu a vécu sa vie avec Ouais. une belle vie sur son premier tirage. Le deuxième tirage, Casse-toi pauvre con 2, c'est Beaucoup parti moins. pour 2 tours. Comme on expliquait, l'époque était un peu plus morose, et pas trop à la rigolade. Malgré l'introduction de Marine Le Pen dans le jeu, qui n'existait pas dans le jeu de base. Qu'on voulait ça pas n'a faire pas au su- départ. ça n'a pas- On avait ça n'a pas tellement amusé envie, les mais gens. bon. Bref, voilà. Donc, oui, le jeu est complètement périmé. Il doit rester quelques boîtes qui circulent. Si de vous la êtes un deuxième. collectionneur, jetez-vous dessus, parce que ça n'existera plus bientôt. Mais oui, en fait, moi, quand j'ai réfléchi à cette mécanique-là, j'avais quand même dans la tête en me disant, bon, bah, si Mathieu n'en veut pas, bah, au moins, j'en ferai peut-être quelque chose, parce que ça fonctionne, en fait. Bah Cette oui. idée de fouiller, etc. Et ça Et fonctionne j'avais toujours très eu dans bien. un coin de la tête me dire, est-ce que c'est pas effectivement plus un jeu enfant, clairement. Et en même temps, ça marchait bien, parce que l'idée d'un jeu politique, les gens vont aller l'acheter parce que ça s'appelle Casse-toi pauvre con pour faire des blagues, et aussi parce qu'il y avait tes illustrations et que les gens te connaissent. Mais le jeu, fallait pas qu'il soit trop compliqué, sinon les gens n'allaient pas y jouer. Donc moi, je voulais vraiment faire le jeu le plus facile possible. Et ça pourrait être un jeu pour enfants, mais... Enfant famille en fait, parce Ouais, que c'est vraiment ça. les adultes peuvent jouer, moi Ah j'ai oui, plaisir. On a souvent des jeux enfants où t'as pas du tout envie d'y aller, Oui. mais là, tu vois, rien que le fait de mettre le matériel sur la table, j'ai Moi, envie ça de m'a donné jouer. envie d'y rejouer en, J'aime fait, bien regarder. en ressortant Bah ce jeu. Et ça pourrait... Moi, je m'étais dit dans la tête, est-ce que c'est pas une cour de récré avec des gamins qui courent et on essaye de trouver ses copains? Enfin, il y a plein de thèmes qui sont à trouver. Enfin, il y a plein de thèmes possibles, effectivement. Donc voilà, c'était la présentation très rapide d'un jeu qui nous fait plaisir, on est content Ouais. de le ressortir. On Ça s'est rappelle fait des plaisir souvenirs, aujourd'hui. c'est chouette. Alors, il y en a eu un qui est Ah oui. sorti entre les deux boîtes de Casse-toi pauvre con, le 1 Ouais. et 2. On avait fait un Si j'étais président. Si j'étais président, ouais. Il me semble que c'était entre les deux. Ouais, c'est entre les deux. C'est juste après Casse-toi pauvre con. Casse-toi pauvre con avait très très bien marché. Et du coup, Mathieu nous a dit, allez, on en refait un autre, là, ça marche trop bien. Et donc, c'était à l'époque de Sarkozy-Hollande, en fait. Oui, hein. oui. Et, C'est la phrase Hollande, ça. et ben justement, non, en fait, le Hollande, il avait fait moi président Ah dans oui, son dans le débat. on a loupé le Et titre. on a loupé à 1 ou 2 jours près parce que il fallait qu'on trouve un titre à ce jeu pour que ça parte. Et à un moment donné, on a brainstormé, chacun a proposé. Je me souviens que je crois que c'est Angèle qui avait proposé, ma compagne à l'époque, qui avait proposé Si j'étais président. Et finalement, c'est ce mot-là qui est resté. Et 3-4 jours après, il y a le débat et il enchaîne moi président. On se dit, ça aurait été tellement bien comme titre. Ouais, oui. Et en plus,
vraiment les jeux, ce genre de jeu gag, ça marche avec la phrase, ça marche avec l'accroche, le casse-toi pauvre con. Combien de gens l'ont acheté juste pour faire une blague à quelqu'un et lui offrir le jeu casse-toi pauvre con. Moi, président, ça aurait tout cartonné, je pense. Peut-être. Mais bon, et là, c'était un jeu de draft. C'était un jeu de draft, oui. On constituait son gouvernement idéal avec des personnages célèbres de l'époque. Parce qu'en fait, je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps. Il y a plein de personnages qui sont obsolètes maintenant. Ouais, bah oui, complètement. Ça vieillit vite. Ça vieillit vite, les personnalités, les people. Et on se draftait des people, en fait, pour constituer un gouvernement idéal. Donc, on avait Karl Lagerfeld. Ils sont tous morts. Il y avait les Bogdanov. Mais oui, ils sont morts Il y aussi. avait les Bogdanov. Zaya, est toujours Je sais pas. Non, mais voilà. Bon, voilà. Ça, c'est pour l'anecdote. C'est pour le souvenir, voilà. Et ben merci, Ludo, de cette présentation brillante. Ça m'a fait plaisir de replonger dans Casse-toi pauvre con. Et c'est vrai que si un jour on pouvait se replonger sur la méca et en faire quelque chose... Ouais, la méca, elle, n'est pas du tout périmée. Hop, ça, j'emmène. Ça, j'emmène en vacances. Je fais une petite pause ludique, mais je prends quand même quelques jeux. Je pense que c'est... On sait jamais, tu sais, à midi, il est possible qu'on ait envie de jouer, voire à 4h, voire le soir. Hop. Arrête, c'est la boîte mystère. Comme ça quand même. Bon, alors on fait la boîte mystère, et après, peut-être je prendrai les jeux. Je les remettrai après, on la fait pas gagner cette semaine encore. Sûr. Puis après, tu les reblisterises. Je les reblisterises, exactement. On arrive à la fin de notre vidéo, dans notre rubrique d'actualité. On vous sort le contenu de la boîte mystère. On est au début de cette nouvelle boîte mystère. Il y a déjà pas mal de choses grâce à Corentin Lebras, merci à lui. Las Vegas, Mia London, Magnum Opus, Connect Team, la piste des Trek 12, et on rajoute cette semaine le jeu Le Roi c'est moi. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Il rejoint notre boîte mystère. Il y a pas mal de choses à gagner et nous allons tirer 4 noms dans le fameux chalet. 4 nouveaux finalistes qui peut-être gagneront dans la grande finale. Allez, tire en 2. Alors, hop, je touche bien, je mélange bien, parce qu'on a rajouté des noms il n'y a pas longtemps. Hop, j'en ai 2. Il s'agit de Trader et Shaobis. Ok. Bravo à eux. J'en tire 2 également. Grâce à vos dons, vous permettez à cette chaîne d'exister. C'est un peu comme si on s'abonnait à un magazine, si on achète son magazine dans un kiosque. Vous, grâce à ces dons, vous achetez d'une certaine manière l'existence de ce numéro, de cette vidéo news. Vous participez à son contenu et véritablement, on ne pourrait pas le faire sans ça. C'est vrai. Alors, qui as-tu tiré ? Moi, j'ai tiré Florent et Fabi36. Donc, c'est les 4 qui rejoignent la finale qui aura lieu dans quelques semaines. Bravo à eux. Et on rajoute également... Parce qu'on a fait un Twitch mercredi, et on a fait un petit jeu, et le gagnant du jeu gagnait également sa place en finale. Il s'agit de Bugs. Donc bravo Bugs, tu rejoins la finale également. Donc voilà, on a 8 personnes, et la semaine prochaine, nous continuerons à tirer des noms au sort. La semaine prochaine, t'es là ? La prochaine vidéo news. Ah. Ouais, la semaine prochaine, c'est les vacances. On est très très contents. Et on va enchaîner directement derrière, parce qu'on revient de vacances avec un invité surprise normalement, donc on va continuer à tourner des vidéos. Dans ta voiture, oui, donc ça va être chouette. On va avoir de nouvelles émissions, on va continuer à vous diffuser des vidéos avec des invités, on adore faire ça au chalet. T'as dit invité surprise, donc on ne dit pas qui c'est, mais on peut donner un indice. Ah bon ? C'est nos invités qui viennent du plus loin de chez nous. Oui, ils viennent d'assez loin. Pas très bien formulé, mais ils viennent d'assez loin. Ils sont obligés de prendre l'avion pour venir. Donc, voilà, c'est un bon indice. Devinez dans les commentaires. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo news. On va se préparer pour les vacances. J'espère que j'ai pas trop bafouillé parce que je suis complètement épuisé. Je crois vraiment que j'ai besoin de vacances. Très bien. Là, j'ai un peu mal au crâne. J'ai peut-être quelques cernes sous les yeux. Il faut vraiment que j'y aille. Donc je te laisse conclure cette vidéo. Moi, je pars en vacances. Je prends mon sac et... C'est la boîte mystère ? Ouais, je la ramènerai. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeu. Il n'arrive pas à sortir parce que la porte est fermée, il a les mains prises. Abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeu pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit à bientôt.